vous le savez, on est en avril, mais en fait, c'est tous les jours. Euh, en fait, c'est tous les. Qu'est-ce qu'il y a, René? T'es enregistré? OK. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'entendez? Très bien, très bien. Ah, problème technique. OK. Donc, on vient de finir Mars Bleu, le mois consacré à la sensibilisation pour la lutte contre le cancer colorectal. Je faisais une boutade la semaine dernière. Je me suis toujours demandé pourquoi on met le cancer colorectal au mois de mars bleu, alors que le mois de mars est consacré à la femme. Ça aurait été bien qu'on mette enfin, au mois de mars, aussi bien pour le valoriser, mais sensibiliser sur leur santé. Je ne sais plus quelle date, d'ailleurs, c'était samedi. Samedi, nous avons longuement parlé de cancer colorectal, mais sur ses aspects plutôt épidémiologiques, aspects diagnostiques, cliniques. Et puis, on a fait le tour de tout l'arsenal qui est radiologue. Donc, peut-être qu'on va combler cette lacune aujourd'hui. On avait parlé, effleuré un peu les obligations en 2024 sur le plan pathologie, lorsqu'on a fait les prélèvements, la biopsie, ou on a fait une résection chirurgicale, qu'être dans le compte rendu ou opératoire, ou alors dans l'analyse histologique, de façon à guider le traitement ou l'éventuel traitement complémentaire ou les traitements euh, néoadjuvants il y avait lieu. Donc, tous ces éléments-là sur le plan pathologie euh, sont de plus en plus euh, requis parce qu'il faut de plus en plus un traitement personnalisé, le plus adapté possible à chaque patient, j'allais dire, mais un traitement adapté à chaque tumeur, du point de vue de son fonctionnement biologique ou immunologique. Donc, peut-être que cet aspect va aussi être clarifié par rapport à la bienvenue Le Boise qui nous suit. Euh, et puis, troisièmement, que la semaine dernière, nous avions parlé de lignes thérapeutiques, mais il nous avait également manqué un chirurgien viscéral, le professeur Veil qui devait être là. Dixon avait eu une urgence en dernière minute. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir euh, notre collègue Léon qui est là, mais également Dixon, qui pourront nous donner des aspects, j'allais dire, nouveaux ou des recommandations 2024 par rapport à la prise en charge chirurgicale de cancer colorectal. Évidemment, dans le cas du traitement ou complémentaire ou avant chirurgie, nous avons habituellement ou souvent de besoin d'un traitement néoadjuvant ou adjuvant, ou alors une radio en termes de chimiothérapie pour le sigmoïde de l'orestes, le haut rectum sigmoïde de l'orestes du côlon, ou alors une radiothérapie en principe première pour le deux tiers inférieur du rectum. Et donc, nous avons un radiothérapeute qui pourra également nous faire des précisions sur ce point. Voilà. Merci d'être là tous. Ça nous a permis de donner un peu. Vous aurez chacun à intervenir. Ben, vous nous aurez rien. Le radiologue n'étant pas encore là, je vais alors prendre comme ça par rythme aléatoire, hein, par ordre. Je vais demander au pathologiste, le professeur Leboisé est là. Je pense que sur le plan clinique et le reste, si ce sont les mêmes participants, ils ont assisté, ils savent tous que le cancer colorectal,
parlé la fois dernière et nous avions donné le rythme, euh, les recommandations pour le dépistage, éventuellement au niveau familial, ou des cas qui sont à très haut risque, à quel âge qu'on devait commencer précocement la thérapeutique. Alors, je préfère me focaliser sur vous qui êtes là, messieurs les experts, de façon qu'on complète. Et s'il y a des questions, on pourra toujours revenir sur telle ou telle notion qui n'aura pas été évoquée ou qui aura été évoquée le samedi dernier, mais je comprendrai donc que ce sera un absent le samedi dernier qui aura posé la question. Donc, on essaiera de répondre pour chacun des experts en ce qui les concerne. Professeur Leboisé, vous nous entendez? Bienvenue. Allô? Bienvenue. Je reçois tout le monde, je reçois Tony. Alors, donc, nos questions pour lesquelles on aurait voulu que tu sois la fois dernière, c'était le cas de figure. On prend en charge un patient, on lui découvre une lésion colique, on va aller comme ça par cas clinique, on fait des biopsies que vous allez analyser. De plus en plus, il y a des recommandations par rapport au compte rendu, aux résultats que vous allez rendre. Et la question B, ça c'était A de précision pour le point A, mais B, c'est de dire est-ce que vous faites systématiquement, vous recherchez systématiquement l'instabilité microsatellitaire ou est-ce que vous demandez d'abord, vous attendez qu'il y ait une demande? Comment vous procédez pour déterminer si la lésion est MSI ou MMR? Est-ce que vous faites tout de suite la deuxième étape de CARAS ou de BRAF ou comment vous procédez concrètement? Voilà, c'est à vous. Bien, merci beaucoup, professeur Tulpi, cher Tony. Bonsoir les amis, pour ceux qui viennent de l'obligation au niveau de la paroisse universitaire d'Onodassa. J'étais à la paroisse, donc je ne pouvais pas assister à 20 heures. C'était en fait la messe de minuit. La veillée pascale, je ne pouvais pas assister, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, on va essayer de rattraper. Donc, bienvenue. Pourtant, Léon, en France, il a bien été à l'église à 20 heures. Ah ben oui, ben lui, il a préféré peut-être la C'est messe ça, de Léon, dimanche. non? Je vais faire ma parenthèse. Est-ce qu'il nous entend? Oui. Il nous entend plus. OK, bienvenue à toi. Bien, c'est clair. Hein? C'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, pour les plus jeunes, vous savez, quand j'ai dit EBM, Evidence-Based Medicine, donc rien à faire, la médecine, j'insiste, médecine 5P, la 5e P étant la preuve, donc c'est-à-dire la médecine aujourd'hui est basée sur les preuves. Donc, on ne peut plus parler de cancer sans pouvoir recourir à de preuves. Des preuves, ça veut dire travailler au standard. Et qu'elle nous recommande, quels sont les standards aujourd'hui? La première des choses, rien à faire, donc il y a des normes par rapport à l'histologie. C'est-à-dire quand on reçoit une pièce, suspicion d'un cancer à l'endoscopie, on avait déjà la suspicion, on a des BABA, des ABC que nous devons respecter. C'est-à-dire des différents points qui doivent absolument apparaître sur les... Rien à faire, il faut donner la chance à chaque malade d'avoir un traitement adapté à son cas, donc un traitement à la carte. Donc, de ce point de vue-là, ne vous inquiétez pas, nous les faisons. Et aujourd'hui, vous le savez, j'ai peut-être cette double casquette d'être le chef de département d'Anapat à la fac et d'être le directeur du CNLC. Et donc, j'essaye de combiner. Et je pense que c'est une opportunité pour donner le meilleur de nous-mêmes, donner le plus de chances et mes immunos systématiquement, chaque fois que le diagnostic est posé. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce que vraiment les immunos sont demandés systématiquement avant même que vous n'ayez les comptes rendus? Quand nous regardons, nous voyons que c'est un cancer colorectal, systématiquement nous demandons les immunos et quant à voir comment normaliser la partie administrative après. Parce que derrière, nous avons suffisamment de médicaments et ça, je tiens à le dire,
on risque même d'avoir des médicaments qui peuvent nous périmer au mois d'août. Nous avons suffisamment de médicaments pour plus de 3000 cures, hein, pour le cancer colorectal. Donc, c'est à nous de voir comment mettre en place, remettre la RCP que nous avons bien démarré un peu avant Covid, pendant la Covid un peu moins bien, et après Covid quasiment plus. Nous devons remettre cette RCP en place parce que ça va nous permettre de designer les traitements de malades et de pouvoir permettre aux malades de bénéficier de médicaments et de la radiothérapie qui existe. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à des questions posées. Mais sinon, l'ANAPAT est prête et le CNLC est prêt pour pouvoir accompagner un peu tout ce qui est l'organisation, l'intelligence qui est en train d'être mise en place pour pouvoir faire face au cancer colorectal. Je termine en disant par rapport au dépistage, et là, c'est vraiment une grosse question. Nous devons nous asseoir avec l'équipe de gastro de clinique universitaire pour voir par quelle voie il faudra aborder cela. Mais sinon, nous sommes en train de nous concerter pour avoir déjà sur le plan principe avec les partenaires qu'on a aujourd'hui, lever les principes que nous devons démarrer un dépistage des cancers colorectal en parallèle avec les cancers gynécologiques. Comme vous le savez, l'école et les seins, nous avons fait et nous allons faire cette année. Mais il faudra qu'on mette la prostate, les colorectales en avant aussi cette année pour que nous puissions aussi nous occuper un peu plus des hommes. Voilà, je ne vais pas monopoliser les questions qui m'étaient posées. À vous la parole, Anthony. Jared, tu es là ou pas? Oui, je suis là. Tony, ton micro est fermé. Je suis en train de chercher les professeurs. Apparemment, son micro est fermé. Je les cherche. Euh, prochain type. Jared, docteur Mango, Cher professeur, docteur Mango, il ne oui, faut pas qu'on professeur. recommence comme la fois dernière à venir. Merci beaucoup, bienvenue les Boisés pour les précisions. Ça nous a mis, il y a des choses qu'on pourrait revenir, mais on pourra peut-être l'évoquer à la fin. Monsieur le directeur du Centre national, hein, vous avez atterri sur des projets, mais comme je n'ai peut-être pas un lapsus, vous dites clinique. Systématiquement la recherche pour le côlon, de recherche immuno-histochimique premier niveau, et pour les CARAS ou BRAF, là c'est après discussion. Est-ce que c'est bien ça, docteur, professeur Leboise, pour qu'on soit bien clair? Il y avait beaucoup de questions là-dessus la fois dernière. Allô, bienvenue. Allô, bienvenue est parti. Est-ce que docteur Mango, vous m'entendez? Je ne suis pas Oui, parti, on me coupe le micro tout le temps. On me ça, coupe le micro. Je n'arrive pas à Docteur, parler, le micro est fermé, même quand je vais l'activer. docteur docteur Mango, J'arrête, ne arrête, coupez pas. laissez-moi la latitude de fermer mon micro. J'arrête, s'il te plaît. Voilà, Oui, exactement. oui. Est-ce que tu as entendu le commentaire? Non, mais en commentaire, je dis systématiquement, les MSI, rien à faire, on les fait, que le malade paye ou pas. Enfin, ce n'est pas pour me livrer aujourd'hui, on va pousser les malades à ne pas payer. Non, mais le CNLC a des anticorps pour Eh faire ben, aujourd'hui environ 1000 tests de MSI. Et ça, je peux le garantir. Donc, vous pouvez passer, vous trouverez les anticorps au frigo dont nous sommes capables, nous sommes préparés avec l'automate qui est installé au CIK. Et vous le savez, hein, pour information, on a reçu 3 autres automates. Les BRAF, c'est vraiment au cas par cas, après RCP, après concertation, que nous les déclenchons systématiquement. Mais la première ligne, MSI, c'est systématique. Systématiquement, nous le faisons et normalement, on ne doit pas attendre que le malade paye.
Ça, je sais pourquoi tu tends l'oreille étonnée pour bien écouter. Mais il faudra quand même que les malades arrivent à compenser. Ça, c'est aux cliniques universitaires. Dans nos privés, rien à faire pour les malades privés, les malades qui, entre guillemets, qui sont des corporates et ils peuvent bien payer et nous sommes préparés pour faire ça systématiquement. On a suffisamment d'anticorps pour faire ça. OK. Merci beaucoup. Alors, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, moi, je souhaite qu'il y ait le plus de tomates en ville. Bienvenue, mais qu'il y ait aussi, puisqu'on parle des cancers colorectal, que le programme soutienne aussi des installations d'endoscope partout. Voilà. Donc, il faut que ça soit harmonieux dans tous les domaines, hein. Si on se focalise uniquement dans un ou deux domaines en négligeant les autres, nous risquons d'aller à l'échec et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Alors, je ne sais pas s'il y a un radiologue qui est arrivé. Est-ce que le docteur Tubassou est maintenant connecté? Oui, il est là. Allô? Docteur Tubassou? Bonsoir, professeur. Docteur Tubassou? Oui, allô? Docteur, bonsoir. Vous n'étiez pas à l'introduction, mais on a parlé de vous. On a déjà fait un tour sur le point. On était un peu plus médical samedi dernier. On avait fait un point sur le bilan diagnostic de cancer colorectal et on avait évoqué la suite des explorations possibles et nous étions arrêtés sur les recommandations habituelles lorsqu'on vient de diagnostiquer un cancer colorectal. Il y a des organes par ordre de croissance qui sont concernés pour les atteintes éventuellement secondaires, en tête de quel il y a le foie, puis suivait le poumon, et puis les autres organes. Mais les deux premiers là sont principalement les plus concernés. Et ce qui d'ailleurs oriente les explorations pour faire un bilan d'abord initial, éventuellement diagnostique, mais également ici en insistant sur le bilan d'extension. Alors, pour ne pas aller dans le détail, je préfère vous laisser intervenir et puis on pourra échanger, quitte à le compléter par les questions des participants. Je pense qu'ils sont une soixantaine déjà actuellement qui nous suivent. À Alors, vous, docteur Tubassou. merci pour la parole, professeur. Mais déjà, je salue l'initiative. C'est une belle initiative qu'il faut encourager. J'ai entendu de la bouche du président qu'il est important de relancer les activités de la RCP, dont vous-même, vous avez été le bon guide, mais à un moment, nous avons sombré. Je pense que nous allons nous rattraper. Ça, c'est un. De deux, j'ai entendu aussi qu'il a des anticorps pour faire rechercher les mutations, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que, comme on le sait, étant donné qu'on a plusieurs mutations au niveau du côlon, et aujourd'hui, les études montrent bien que la sensibilité, elle est différente selon qu'on se retrouve avec un cancer au niveau du côlon droit ou au niveau du côlon transverse, au niveau du côlon descendant. Donc, il est important que dans notre milieu, qu'on recherche de manière systématique ces mutations. Il n'est plus question que je me mette à citer toutes ces mutations qui sont bien connues par les anatomopathologistes. Mais parce qu'aujourd'hui, il est question de parler d'imagerie, on le sait mieux, mais aussi dans la prise en charge. Dans le diagnostic, déjà, dans les dépistages, il y a un examen qu'on a tendance à oublier, c'est les coloscanners avec le logiciel qui nous permet de faire une coloscopie virtuelle. On le sait, lorsqu'on essaye d'interroger la littérature avec la colonoscopie virtuelle, on arrive à détecter 55% des polyadénome qui sont des lésions prétentieuses. Et c'est à partir d'une taille on est de lésions, c'est quoi qui est invasif.
et qui ne nécessite pas d'utiliser l'anesthésie, mais qui présente aussi tout de même un faible risque de perforation. On sait que l'accessibilité à cet examen, il est assez meilleur. Nous avons des scanners à Kinshasa. Ce qu'il nous faut, c'est d'avoir les logiciels de la Tour qui avait ces logiciels de colonoscopie. Il y a, je crois, aussi chez Médecins de Nuit, ils ont aussi ces logiciels. Il y a bien d'autres scanners qui ont ces logiciels de colonoscopie, donc qui peut jouer un grand rôle aussi dans les dépistages. Peut-être l'inconvénient de cette technique, c'est ses performances qui sont inférieures par rapport aux lésions de petit âge. Je l'ai dit, en deçà des 6 mm, on n'est pas bon pour les dépistages. Mais au-delà du dépistage, l'imagerie médicale intervient dans les diagnostics. Vous l'avez dit, un malade qui a déjà fait son endoscopie, on a déjà vu la tumeur, on l'a biopsiée, et à ce moment-là, on peut être amené à, à- à nous demander l'examen pour établir le bilan de retentissement. Et cette fois-là, les gold standards dans l'analyse, c'est la résonance magnétique nucléaire, c'est l'IRM pelvien notamment, qui est le gold standard dans l'analyse du cancer colorectal, mais aussi dans le cadre du bilan de retentissement, je signale bien le bilan loco-régional. Alors, pour nous, lorsqu'on nous adresse le patient pour la réalisation des IRM, il y a quelques points auxquels les points auxquels nous devons mettre beaucoup plus d'accent. Alors, quels sont ces points? Euh, Déjà, l'avantage de l'IRM, on le sait que c'est un examen qui est non irradiant, ça on le sait. On sait que la performance en termes de résolution, c'est supérieur à toutes les techniques et c'est même pour cela qu'il est les gold standards. Mais l'IRM va nous permettre d'étudier les décrets d'infiltration de la tumeur dans les mésorectums parce que si on utilise les autres modalités telles que la tomodensitométrie, on n'a pas une bonne appréciation du mésorectum tel qu'on le verrait à la résonance magnétique. Un autre point sur lequel nous insistons, c'est de préciser la marche latérale. Vous donnez le marche de la tumeur, mais aussi préciser la distance entre l'épaule inférieure de la tumeur et l'épaule supérieure du muscle pivot rectal. Ça, c'est un élément aussi important que nous devons vous donner dans les comptes rendus. Nous devons en outre donner une évaluation passer en revue différentes chaînes ganglionnaires. Donc, il y en a plusieurs. Peut-être que nous n'allons pas les citer là. Au niveau du mésorectum, parce qu'on sait que les chirurgiens ont besoin, disons, quand on va faire une chirurgie curative, il faut emporter aussi les mésos, et nous avons le devoir de vous énumérer toutes ces chaînes qui sont envoyées à la résonance magnétique. Il n'y a pas que la résonance magnétique dans le cadre dans l'essence d'affiner le diagnostic. Il y a un autre examen que l'on a tendance à oublier, mais avant que j'en parle, il faut, la tomodensitométrie, donc le scan thoraco-pneumonopelvien à la recherche de métastases, car on connaît les organes filtres. On sait qu'au bout de 3 ans, s'il y a récidive du cancer colorectal, il faut aller d'abord voir s'il n'y a pas de lésion au niveau du foie, tout en sachant qu'on peut avoir des métastases synchrones à la hauteur de 25 et métachrones à la hauteur de 75%. Et ça, c'est important en faisant le scan. On essaie de voir est-ce qu'il y a une localisation secondaire au niveau pulmonaire, est-ce qu'il y a une localisation secondaire au niveau hépatique, est-ce qu'il y a une localisation secondaire au niveau péritonéal, et les autres organes, bien sûr, vont suivre. Donc, ces scans, c'est un scanner qui va se faire avec injection du produit de contraste. Une fois de plus, ça c'est une demande que je formule parce qu'on aime bien déjà nous dire scanner sans produit de contraste, scanner avec produit de contraste, mais je pense qu'il faudra laisser la latitude aux médecins radiologues de décider quel type de scan qu'il faut faire dans l'intérêt du patient.
Parce que si vous me mettez déjà scanner sans injection, vous me limitez. Donc, on pourra peut-être à une autre occasion discuter sur il faudra-t-il injecter ou pas. Mais lorsque on me demande un scan thoraco-abdominaux-pelvien dans le cas du bilan de retentissement, ça doit être un scan avec injection du produit de contraste. Et là, je suis pratiquement dans l'obligation de faire passer 4 hélices pour essayer de voir un peu plus clair. Au-delà du scan qu'on peut faire, mais il y a aussi un autre examen qu'on peut faire, c'est l'échographie endorectale. Ça, c'est après la chirurgie. L'échographie endorectale peut être d'une importance aussi non négligeable. Très souvent, cet examen peut être réalisé à l'absence de la sténose rectale. Et ça permet, dans les cas des tumeurs qui sont encore limitées à la paroi rectale. Donc, cet examen, nous avons des échographes avec des sondes endocavitaires qui sont performantes. Donc, cet examen est à la portée de médecins radiologues et nous pouvons faire ces examens. Mais au-delà, on est dans les thérapies combinées et où les techniques d'ablation percutanée peuvent aussi intervenir dans le cadre des récidives, notamment des traitements de certaines euh, métastases, que ce soit synchrone ou métachrone, mais on pourra peut-être en discuter parce que ce sont des cas par cas avec l'avènement aujourd'hui de micro-ondes qui a tendance à remplacer la radiofréquence avec cette puissance de faire des ablations un peu plus larges par rapport à la radiofréquence. Donc voilà un peu le rôle que joue l'imagerie. Pour me résumer, l'imagerie intervient dans les dépistages avec la colonoscopie virtuelle, intervient dans les diagnostics avec l'école standard qui est la résonance magnétique nucléaire. À Kinshasa, nous avons les IRM bas et des IRM au champ. Intervient dans les cadres des bilans de retentissement avec les scanners thoraco-abdominaux pelviens, de préférence un scanner injecté. Intervient aussi dans la surveillance avec l'échographie endorectale, mais aussi avec les radiographies, on pourra peut-être revenir sur les nouvelles recommandations de fin 2023 sur la surveillance, à quel rythme il faudra faire, par exemple, qui c'est OK. cette question. Alors, merci beaucoup, docteur. Alors, je pense que le piège est là. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, docteur, que vous n'avez pas parlé d'échographie? Est-ce que c'est volontaire ou c'est par ce souci d'être toujours le plus perfectionné et on oublie finalement les basiques? Alors, l'échographie, Ou vous dites oui, l'échographie n'a plus de c'est dans place? la surveillance et il est répertorié dans la surveillance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après chirurgie, il faut l'échographie tous les 3 mois pendant les 2 premières années. Donc, l'échographie est répertoriée dans les Dans la recommandations, il partie n'est pas négligé. diagnostic, dans la partie bilan L'échographie d'extension. abdominale. Alors, pour notre milieu, lorsque si un patient n'a pas, si on fait un scan thoraco-abdominopelvien, il n'y a pas besoin de faire l'échographie. Mais si un patient, on peut se contenter de lui faire une échographie abdominopelvienne et se contenter de lui faire une radiographie du thorax. Ça, c'est Très discutable bien. dans... Ouais. Non, non, ça n'a pas encore, c'est pas, merci docteur, hein, ça n'a pas encore été annulé, hein, même si nous Bon. allons maintenant il y a des explorations plus affinées, plus sophistiquées, plus pointues. Je vous parle en tant que gastro-entérologue. D'ailleurs, dans la plupart des cas,
le patient chez qui vient d'être mis en étage, hein, tumeur colique ou dans un bilan systématique, souvent il a eu une écho, parce que quelquefois, on s'arrête là. Parfois, et vous avez bien dit, les organes qui doivent être devant ces deux organes peuvent même vous dire stop à un moment. Donc, merci de ces cas, mais je fais la remarque parce que je vois bien hein, les tendances radiologues, c'est de commencer par des examens sophistiqués. Vous les avez, docteur Chibas, là où vous êtes. Mais nous parlons du Congo entier, là. C'est-à-dire dans telle province qu'elles sont actuellement pour prendre un avis, tout simplement dans un premier temps, parfois avant d'adresser le patient, si jamais, après discussion, il y a des éléments pas complets. Le deuxième complément aux remarques que je voulais faire, merci beaucoup. Vous avez parlé du coloscanner, la coloscopie virtuelle, dans le dépistage. Il y a deux indications principales de la colonoscopie virtuelle. C'est lorsque vous avez un patient qui refuse sa coloscopie, alors qu'il a des indications ou des raisons qui lui sont présentes, qui a des comorbidités, qu'une coloscopie virtuelle. Parce que vous l'avez bien précisé, visible. Mais ces petits polypes, le polype plan, les polypes qui sont des petites surélévations, sont des lésions potentiellement cancéreuses, notamment du côlon droit. C'est pour ça, c'est entre autres raisons que cet examen, qui a sa place dans les indications précises, ne doit pas apprécier le traitement pour y revenir après, parce que vous aurez quand même des éléments à rajouter là-dessus. Et l'autre élément que je voulais parler du rectum, mais je pense que le docteur, sinon je peux passer à l'onco radiothérapeute, puis les chirurgiens. J'espère que nous avons toujours le professeur Absolument, Majori avec absolument. nous. Oui, nous. Ah, donc, sinon j'allais vous chercher à l'église, hein, parce Non, que non, bien que vous n'allez pas aller à l'église. j'y suis allé, Ok, ben voilà, c'est ce que j'ai dit, hein. j'espère bien. Alors, merci. Alors, j'ai passé notre collègue Onco. Est-ce que Frédéric avait un complément, un commentaire ou c'est bon? On peut y revenir tout à l'heure? Non, on pourra revenir les temps Ok, que les deux ok, confrères puissent parler, oui. entendu, merci. Et donc, l'onco-radiothérapeute est avec nous. Docteur Soupou, c'est ça? Oui, oui, professeur. Est-ce que est-ce que tu peux nous rappeler ton prénom? Que je ne vais pas appeler C'est Léon, Ilias. bienvenue, et toi, je ne sais pas. Ilias, ok. Alors, on avait eu bon, vous allez avoir quelques compléments. Vous avez entendu la vraie présentation de Bienvenue Le Boisé, pathologiste. Nous avions eu plein de questions là-dessus sur euh, le traitement, la panoplie de traitements que nous avons en matière de cancer colorectal, qui est un des domaines où nous avons, en tout cas, un maximum d'artillerie selon le niveau, selon l'atteinte, selon l'évolution du patient et selon son état général. Que nous regroupons simplement au départ, on a tendance à l'oublier, mais les chirurgiens nous diront que les cancers, une tumeur, les traitements, c'est de l'enlever. Donc, lorsque cela est requis, c'est la chirurgie, en tout cas l'exérèse de la lésion et l'exérèse complète. Voilà. Il y a quelques petites lésions que nous, en gastroentérologie, en endoscopie, on peut faire soit des mycosectomies, soit de dissection sous muqueuse, mais ça ne remet pas en cause, pas du tout en cause ce dictat qui fait que le traitement de la tumeur
c'est une exérèse complète. Et donc, la chirurgie, et voilà, hein, sauf des cas petites tumeurs avec des conditions bien précises. Nous avons encore la chirurgie à l'endoscopie, la chirurgie à notre disposition, la chimiothérapie, parfois avant la chirurgie ou après chirurgie en adjuvant. Nous avons la radiothérapie, notamment pour le rectum, qui est donc en radio pré-chirurgie. On pourra y revenir. Nous avons l'immunothérapie maintenant qui vient derrière. Et donc les traitements, dans les traitements, la prise en charge, la thérapie du cancer colorectal en ce qui concerne votre domaine. C'est à vous, Ilias. Oui, vous me Vous permettez avez 10 de minutes. partager, je peux partager, s'il vous plaît, mon écran? Ah oui, Oui, bien sûr. pas de problème. Est-ce que Jared, tu peux partager sa présentation? D'accord, d'accord, maître, je viens de l'autoriser. Allez-y. Ok. OK. Oui, c'est C'est bon. bon, Ilias? Je retrouve très rapidement la présentation. Excusez-moi. Jared, pendant qu'Elias Jérôme, finalise son diaporama, normalement, à la fin de la session est prévue autour de... C'est combien de la durée au global? Jérôme, C'était d'une heure trente Jared Jérôme, me est-ce que suit? tu es là? Oui, oui, docteur. OK, très Jérôme, bien. Oui, je vous t'ai pouvez OK, partager. partagé ma Ilias. présentation. Est-ce que tu peux partager? Moi, j'y arrive pas. Je te donne ma présentation. Là, tu le fais. Oui, renvoyez-moi rapidement alors. C'est bon? Oui. Oui, c'est fait déjà. Tu l'as déjà, tu peux partager, s'il te plaît. Vous venez de Jared. vous venez de me l'envoyer sur WhatsApp? Allô, docteur Youssouf, vous WhatsApp, tu êtes peux là? partager. Ouais, je Il suis vient de là. vous Je suis là. l'envoyer par WhatsApp. C'est déjà fait, au fait. Alors, est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on peut vous laisser le temps de vous installer? Est-ce qu'on peut prendre le prof Majori? Oui, bien sûr. Il a une présentation aussi, Non, le je cathédrale. souhaitais. OK, OK. Très bien, oui, oui. Alors, dans ce cas-là, on préfère laisser le temps à Elias installer son matériel. On va passer à Léon. J'arrive. Donc, Oui, je oui, crois que vous absolument. nous avez suivis, hein. Euh, Non, non, je suis juste allô, allé fermer Léon est ma fenêtre parti? pour pour avoir moins de bruit. OK. Alors, Léon, je vous situe un peu les choses. Euh, Faites-nous un point sur, parce que vous êtes oncochirurgien, faites-nous un peu le point sur la prise en charge chirurgicale du côlon et puis du rectum, séparément, bien sûr. Et qu'est-ce que j'allais dire? Un point global aujourd'hui. C'est pas... OK. On a très peu de chirurgie. La chirurgie, quelques-uns qui le font. Accessibilité aussi. Notamment l'activité, vous nous direz également euh, quelle part vous donnez à la chirurgie cœlioscopique dans ce contexte oncologique. Comme ça, on pourra faire un comparatif. Et quels sont en 2024 les éléments nouveaux que vous pensez dans le cadre de cette prise en charge d'une part du côlon et d'autre part du rectum. D'accord, Voilà, je vais ça vous, déjà Léon. peut-être commencer par vous remercier parce que c'est vraiment un honneur d'être parmi vous ce soir et je trouve ça
hyper dynamique et hyper enthousiasmant de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Excellent. Euh, je vais reprendre quelques points Merci. pour rentrer sur les, euh, les guidelines et en particulier sur le thésaurus de cancérologie digestive auquel j'ai la chance de participer au comité directeur et donc au comité d'écriture et de rédaction. Donc, peut-être les choses juste pour commenter un peu les choses. Donc là, vous avez beaucoup parlé du diagnostic et je trouve ça effectivement extrêmement la mise en place d'un dépistage, évidemment, qui est hyper important. Comme vous l'avez très bien dit, par définition, un dépistage va devoir s'échigner à retrouver les lésions les plus petites possibles, les plus précoces possibles. Et donc, dans ce cadre, évidemment, c'est l'endoscopie, la coloscopie qui est au centre des problématiques, même si, comme vous l'avez dit, on peut réaliser des coloscanners chez des patients extrêmement sélectionnés, mais avec une sensibilité qui est bien meilleure. Je crois que j'aime bien réfléchir un peu en question. Et donc, la première question, c'est est-ce que ce patient a un cancer colorectal? Et je crois que la réponse à cette question, c'est la coloscopie et la biopsie, effectivement, qui va nous le donner en première instance. Je trouve évidemment excessivement encourageant Allô? que par immunothérapie de ces cancers MSI. Mais évidemment, le problème est l'accès à la thérapeutique de l'immunothérapie qui est, même en France, parfois difficile à avoir. Et donc, c'est évidemment excessivement difficile de pouvoir offrir cette thérapeutique de pointe qui, de toute façon, encore une fois, ne va concerner que 10% des malades. Une fois qu'on a fait diagnostic, je crois que la première question, effectivement, qu'il va falloir qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est en face d'une maladie métastatique? Parce que la stratégie de prise en charge va être excessivement différente. Et comme vous l'avez très bien dit, ce qui répond à cette question, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien avec injection de produits de contraste. Euh, il est évident que dans les recommandations, il est encore possible de faire une échographie hépatique associée à une radiographie pulmonaire pour le diagnostic, mais avec des performances qui sont un peu moindres quand même. Mais il est vrai que c'est finalement pas si dramatique que ça comme performance. Donc, l'échographie est encore un examen qui est extrêmement performant. Euh, euh, Pourquoi l'injection de produits de contraste? Parce que, évidemment, qui sont relativement similaires, c'est très difficile sans injection, alors que la vascularisation est très différente, évidemment, entre un foie qui est chic et vont apparaître. On va pas beaucoup parler, je crois, ce soir, en tout cas pas moi, euh, spécialement, même si à force, quand même, on commence à connaître un peu. Mais dans une situation plus favorable, où on n'est pas dans une situation métastatique, là, je crois qu'il va falloir qu'on distingue deux organes très différents, parce qu'il y a le côlon d'une part et le rectum de l'autre. En fait, moi, je trouve peut-être que cette euh, distinction, que les structures sont collées les unes aux autres de manière circonférentielle et donc on va ouvrir la question de l'IRM au cancer du rectum euh, plutôt qu'au cancer du côlon, au cancer du bas et du moyen rectum pour savoir si oui ou non on a besoin de faire un traitement néoadjuvant. Donc d'abord pour le côlon,
Pour le côlon, eh bien, le traitement chirurgical, donc encore une fois en situation non métastatique, les recommandations actuelles en France, elles sont de faire une résection carcinologique. Alors, ça veut dire quoi une résection carcinologique? Une résection du côlon dans son intégralité, avec au moins 5 cm de marge digestive avant et après la tumeur, de l'enlever de façon monobloc, qui est une situation qui est évidemment extrêmement importante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la tumeur a des accolements à la vessie, à la paroi, eh bien, il va falloir enlever sans décoller les orgueurs. Et évidemment, il va falloir y associer un curage ganglionnaire qui doit, dans les recommandations, avoir au moins 12 ganglions. Donc, c'est un curage qui est relativement poussé maintenant. Quelle que soit la localisation. Évidemment, côlon droit, on va faire un curage sur la partie des branches de l'artère mésentérique supérieure, puisqu'on ne peut pas la couper totalement, parce que sinon on va dévasculariser l'intestin grêle. À gauche, les mésentériques inférieures, et ainsi que le rectum, et j'en parlerai tout à l'heure. Les recommandations là-dessus, elles sont finalement assez simples, hein. On a des recommandations où on a très longtemps recommandé de renourrir les malades avant l'opération, même avec des immunonutritions qui ont été très à la mode pendant de longues années. Et on a de plus en plus, de manière récente, beaucoup de données qui nous montrent que cette immunonutrition est probablement totalement inutile, que c'est de la dépense économique totalement inutile. Donc, moi, par exemple, je ne fais plus jamais d'immunonutrition pour aucun malade. La célioscopie, par contre, la célioscopie a fait la preuve de sa supériorité en termes de suite à court terme, avec une diminution des complications post-opératoires, une diminution de la reprise du transit, une diminution de la durée d'hospitalisation. Donc, pour répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, moi, je fais, je dirais, 95% du cancer colorectal en célioscopie ne sont opérés par la parotomie que les malades qui ne peuvent pas tolérer la célioscopie ou qui ont été opérés de multiples fois. Mais enfin, globalement, la célioscopie doit, et il va falloir promouvoir cette idée, doit être la voie d'abord de référence maintenant. En termes de nouveautés, il y a quand même maintenant ce qu'on décrit en particulier pour le cancer du côlon droit, qui avant était, quand moi j'étais relativement jeune, enfin plus jeune que maintenant, on va dire, était Euh, et maintenant, en fait, on a des crises qu'on appelle l'exérèse complète du mésocôlon, qui est quelque chose de très intéressant, où en fait, on s'est rendu compte que le drainage lymphatique de l'ensemble du côlon droit était beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait, avec des ganglions qui s'infiltrent vers le crochet du pancréas, juste en avant du pancréas. Et donc, la chirurgie va maintenant être de peler complètement l'ensemble de la graisse et du mésocôlon jusqu'au crochet du pancréas, tout le long du duodénum. Donc, une chirurgie qui est maintenant relativement dangereuse sur le plan vasculaire et sur le plan pancréatique et duodénal. Donc, une chirurgie qui est assez poussée. Je crois que c'est sur le cancer du côlon ce qui a été vraiment les nouvelles données sur les 10 dernières années. Voilà ce que je peux dire pour le côlon. En termes de post-opératoire, moi, ce que je trouve très intéressant en chirurgie, c'est que finalement, on se rend compte que plus on avance dans le niveau scientifique, plus on se rend compte que plus la chirurgie est simple, mieux c'est. Et donc, en fait, on se rend compte maintenant que de mettre des drains, c'est probablement une mauvaise idée, c'est probablement délétère, en tout cas de manière systématique, ça augmente la morbidité. Que de garder des sondes gastriques très longtemps après l'opération, c'est probablement une mauvaise idée, ça augmente la morbidité. Et donc, en pratique, à Saint-Louis, les malades boivent le soir même de l'opération et remangent le lendemain. Et en fait, parce qu'il y a une couture digestive, est en fait une fausse bonne idée. Euh, Ceci augmente la morbidité. Il faut faire revenir les malades le plus rapidement possible sur leurs pieds, ce qui arrange tout le monde, parce que les malades sortent le plus vite possible. Et puis comme ça, on peut en opérer d'autres. Pour le rectum, les choses, comme on l'a dit, sont un peu plus compliquées, tout simplement parce que la tumeur va pouvoir s'agrandir progressivement sous le péritoine et donc grignoter des structures qui vont être complexes, puisque on le sait, si le chirurgien élargit sa résection, on va se retrouver dans des zones
très compliquées, la prostate, le vagin, les nerfs, le sacrum. Et c'est là que la radiochimiothérapie néoadjuvante va prendre toute sa place, mais je ne vais pas explorer le sujet qui va être discuté dans quelques minutes. Mais je crois qu'il y a beaucoup à dire sur les programmes maintenant du traitement néoadjuvant avec l'avènement possible avant la radiochimiothérapie. Et j'en terminerai par là. Une nouvelle radiothérapeute et oncologue. On assiste avec un taux qui est progressivement croissant avec le schéma de type Prodige 23 qui est maintenant la référence. On assiste à 28% des malades qui ont une disparition complète de la tumeur avec de la chimiothérapie suivie de radiochimiothérapie. Et évidemment, ça ouvre la porte à l'idée qu'on peut peut-être ne plus opérer ces patients si la tumeur est guérie par la radiochimiothérapie. C'est un sujet qui est évidemment excessivement à la mode, qui est excessivement chaud, qui est excessivement difficile. On discutait la semaine dernière au Grécar, qui est le chance de lutter. Alors, on va faire des IRM, alors on va faire des endoscopies, on va faire des scanners, on va faire des PET scans, on va faire plein d'examens. Et on n'est pas tout à fait certain toujours que la disparaissent complètement. Donc, ce n'est pour l'instant pas un standard, mais c'est probablement une piste qu'il va falloir chercher activement pour évidemment essayer de limiter le risque lié à la chirurgie du rectum, qui est quand même une chirurgie qui est excessivement associée à des taux de morbidité importants et des troubles de séquelles fonctionnelles sur le plan digestif que urinaire et sexuel qui sont extrêmement importants. C'est à peu près Merci tout ce que beaucoup. je voulais vous Merci, dire, sauf merci si vous avez Léon. des questions, bien sûr. Merci professeur. J'espère que les jeunes sont toujours bien connectés, même si il veut se faire moins jeune, il est tout jeune, mais voilà, c'est une grosse référence. Je pense que lorsqu'on parle du thésaurus, cancer colorectal en France, je pense qu'on doit être nous dans le même voilà cabidage à tout ça. Donc je sais ce que ça représente et c'est vraiment j'aimerais que les jeunes ressentent ce plaisir d'avoir un expert comme ça qui vient participer à Substance Grise. Ça rehausse vraiment, vraiment le niveau. Alors, Léon, juste une petite chose, c'est qu'au Congo, vous avez 2, 3 minutes à compléter. Chez nous, on n'a pas. Ouais. Alors, le Centre national contre le cancer est en train de le mettre en place. Bienvenue, Le Boisier en est le président. Il se trouve que moi, je suis actuellement un national de lutte contre le cancer dans notre pays. On n'a pas de registre. C'est vraiment un problème monocentrique, mais on a quand même tous cette impression, un papier que nous on avait fait il y a 8 ans. La première année, le cancer digestif les cancers métastatiques. Évidemment, ça concernait également les cancers colorectal, qui avait cancer colorectal, n'était pas si fréquente que ça. Alors, c'est un chiffre limité, autour des 440 cancers digestifs dans une clinique digestive. Et on garde, bon an, mal an, la même quasiment constatation. Les gens nous arrivent en stade métastatique. Alors, ma question, ça concerne le côlon. Le patient qui arrive souvent métastatique, parmi eux, certains arrivent en occlusion Ouais. colique. Et donc, votre attitude à vous, parce que là, je parle à un expert, c'est encore quoi? Lever l'occlusion par prothèse ou chirurgie d'emblée, lorsque cela est possible? Quelle est la Alors, position? Voilà. ouais, je vais vous répondre tout de suite. Alors, c'est une situation qui est évidemment excessivement difficile, puisqu'on se retrouve à gérer deux problèmes très graves en même temps. On se retrouve à gérer une occlusion qui peut être mortelle à court terme, et on se retrouve par définition à devoir gérer
un pronostic oncologique qui est par définition excessivement sévère, puisque pour être en occlusion, il faut avoir une grosse tumeur qui est effectivement très fréquemment métastatique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Alors là, on rentre dans des situations qui sont... C'est difficile de vous donner une guideline, mais je vais vous répondre quand même le plus clairement possible. On a quand même de plus en plus de données sur l'intérêt de la chimiothérapie néoadjuvante dans ce contexte. Moi, quand j'étais, on l'a, puis après, on fermait la stomie si c'était possible. Voilà. Il y a eu, pour essayer d'éviter les prothèses endoscopiques que vous avez mentionnées, en fait, ces prothèses endoscopiques, elles posent plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'évidemment, plus on s'approche de la valve iléosécale, plus on est dans le côlon droit ou dans le côlon transverse, plus techniquement, c'est très difficile d'aller les C'est chercher. difficile. Parce Oui. que par définition, on ne peut pas préparer le malade puisqu'il est en occlusion, donc on a un côlon qui est sale, on est très loin, c'est très compliqué. Et en fait, on assiste à un certain nombre de perforations dans ce contexte qui sont assez importants, hein. Il y a 2 essais randomisés américains métastases, et donc déjà la survie sans métastase à long terme. Et donc en France, maintenant, les stents ont quasiment complètement disparu, que ça soit en situation d'urgence ou même en situation palliative, parce que pour peu que vous puissiez mettre de l'Avastin, si vous y avez accès, eh bien l'Avastin qui va donc empêcher la formation de néovaisseaux peut créer des perforations sur ces prothèses parce qu'il y a un peu d'ischémie autour de la prothèse et donc c'est une mauvaise idée. Donc nous, la stratégie qu'on a à Saint-Louis maintenant pour les cancers en occlusion, elle est chirurgicale. Elle est chirurgicale en urgence, mais on va essayer de ne pas faire de résection en urgence. On va essayer de faire une simple stomie, donc une iléo au niveau du rectum ou du côlon gauche. Une idée de faire donc avant la résection. Ça nous donne aussi le temps d'avoir un phénotype MSI si besoin pour pouvoir proposer de l'immunothérapie si c'est possible. Et ensuite pouvoir faire cette résection dans une situation où on n'est pas en urgence, où le côlon n'est pas distendu et où on peut faire une chirurgie la plus optimale possible dans cette situation qui est difficile. D'accord. Ça répond à votre question. Très bien. On continuera dans le couloir. Et pour le rectum, est-ce qu'il y a toujours il y a toujours cette obligation de marge? Je fais un peu l'avocat du diable en Susanal pour faire une amputation plutôt qu'une résection anale antérieure. Alors, pour le rectum, c'est vrai que euh, étant donné qu'on a fait beaucoup de progrès sur le contrôle oncologique, demande des malades était d'essayer d'avoir une opération qui est la plus respectueuse possible de l'anatomie et donc d'essayer d'éviter qu'en fait, avoir des marges de 1 cm sous le pôle inférieur de la tille est surtout suffisant. Et en fait, on a donc pu réduire les marges d'une part. Deuxièmement, on a développé les techniques de n'enlever qu'une partie du sphincter pour laisser le sphincter externe, donc la grosse partie du sphincter, et donc enlever le rectum avec des marges tout en préservant l'anus. Et donc maintenant, le taux, dans les centres experts, le taux d'amputation pour le cancer du bas rectum est de l'ordre de 15%, donc extrêmement, extrêmement faible, puisque les patients sont extrêmement demandeurs. Alors évidemment, c'est au prix d'une morbidité qui est un peu plus élevée et qui sont plus importants, mais ça, il faut que le patient soit prévenu. Merci beaucoup. Merci. C'est très clair.
Euh, euh, on va pouvoir passer à Ilias pour sa présentation, si c'est prêt. Comme ça, après, on pourra faire Merci. un échange général. Ouais. À vous, Ilias. Voilà, 10 minutes. rapidement, le rectum, c'est le cancer du rectum obligé d'une chirurgie première avant, avant un traitement néoadjuvant. Et par la suite, le bien détaillé. Alors, ce qu'il faut garder, c'est que la radiothérapie, elle est systématiquement indiquée pour des tumeurs T3, T4, N1 du bas et moyen rectum. Et pour certaines tumeurs qui, à l'IRM, sont à 1 mm ou moins du fascia recti, quel que soit le siège de la tumeur. Ainsi, elle peut être indiquée pour les tumeurs T2 du bas rectum, dont la marge circonférentielle est proche du fascia recti. On peut toutefois aussi proposer une radiothérapie à visée palliative, antalgique ou hémostatique. Alors, au point 3, et on a comparé une chirurgie suite à un schéma court 5x5, une chirurgie immédiate dans un délai d'une semaine, versus une chirurgie différée dans un délai de 4 à 8 semaines. Il faut savoir que après un suivi d'au moins 2 ans, un protocole court au suivi c'était plus au niveau de complications, au niveau du taux de complications. Et par la suite, il y a le GRECA 6 également qui s'est intéressé à la question. Tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, quand même, on est plus sur des délais entre la radiothérapie et la chirurgie de 7 semaines. Après, il faut d'autres questions qu'il faut intégrer. Ça dépend de l'expertise de l'équipe chirurgicale. Il y a des chirurgiens qui préfèrent toujours aller quand même dans un délai d'une semaine. Pourquoi? Parce qu'après une semaine de radiothérapie, la fibrose n'a pas encore eu le temps de s'installer. En 2020, ce qu'il fallait retenir, c'est que le traitement du cancer du rectum était relativement simple. Les résultats de contrôle local qui étaient quand même satisfaisants. Cependant, il y avait quand même 5% du taux de réussite local. On était moins bon en suivi global à distance de la d'un cancer du rectum, mais par récidive métastatique. On se pose la question pour améliorer le traitement total et on serait beaucoup plus partant pour un schéma type prodige 23. Alors, ce qu'il faut garder, c'est qu'aujourd'hui, le traitement néoadjuvant total est bel et bien supérieur à la radiochimiothérapie concomitante préopératoire, en ce sens que ce traitement améliore significativement la suivi sans métastase. Ce traitement double le taux de réponse pathologique complète et montre clairement un bénéfice en suivi global. Alors, les inconvénients de toutes ces stratégies néoadjuvantes, le professeur Magori l'a rappelé tout à l'heure, c'est des séquelles digestives quand même. Il faut savoir qu'on peut avoir 35%, donc 15% de fistules anastomotiques, comme cela était le cas dans les GRECA 5 et 6. Et on peut également avoir des séquelles fonctionnelles intestinales et urogénitales, surtout des troubles majeurs de l'érection, 29% si SDS du mésorectum seul et 51% en cas de radiochimiothérapie concomitante suivie d'une exerce totale du mésorectum. C'est des chiffres à prendre en compte, surtout lorsqu'on se trouve devant des patients relativement jeunes qui ont un cancer du rectum localement avancé. Ce qui nous amène quand même à la question. Étant donné la morbidité des traitements, faut-il faire le même traitement chez tous nos patients, c'est-à-dire le traitement néoadjuvant total? Comment diminuer la morbidité de ce traitement tout en sachant que le s'il a dit tout complète, après un traitement néoadjuvant total, il n'aurait pas eu besoin d'une chirurgie. Alors pour ces patients, quelle est la stratégie à mettre en place? Est-ce qu'on peut se passer de la radiothérapie? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut se passer de la chirurgie pour quel patient? Et qu'est-ce qu'il faut faire devant un patient âgé? Alors, il y a quelques essais de désescalade en cours. Ça, je ne mettrai pas ça ici. On ne va pas discuter de ça. Parce que dans notre contexte, on n'est pas encore là. Cette slide, c'est tout juste pour vous dire que le cancer du rectum devient de plus en plus, la prise en charge d'un cancer du rectum devient de plus en plus compliquée.
Ce n'est plus une radiochimiothérapie concomitante préopératoire. On tend beaucoup plus à une personnalisation du traitement. Il y a pas mal d'essais en ce sens. Alors, il faut personnaliser davantage le traitement sans compromettre le résultat oncologique à long terme, bien sûr. Et ceci peut passer par une désescalade thérapeutique, ce qui n'est pas encore le cas dans notre contexte, j'insiste là-dessus. Soit on peut se séparer de la radiothérapie externe chez le schéma thérapeutique en faisant un traitement d'éradication total, ce qu'on peut retenir déjà dans notre contexte, parce qu'on a des tumeurs très localement avancées et on a un bénéfice en suivi global en faisant cette stratégie. Et j'insiste quand même sur la tenue des réunions de concertation pluridisciplinaire, en ce sens qu'elles améliorent quand même le pronostic des patients cancéreux, représentant un défi majeur de santé publique en Afrique, avec une incidence croissante et des taux de mortalité très élevés, surtout dans notre contexte. Les stades avancés du cancer, les facteurs socio-économiques, culturels et structurels, l'accès au traitement et les résultats pour les patients. Je pense qu'aujourd'hui, concernant l'accès au traitement au Congo, il y a pas mal d'efforts qui ont été faits par le Centre national de lutte contre le cancer qui met à la disposition de chimiothérapie. Et par la suite, il faut renforcer les programmes de sensibilisation et de dépistage. Il faut améliorer l'accès au traitement, renforcer les capacités des professionnels de santé et favoriser la recherche et l'innovation. Renforcer la capacité des professionnels de santé très important. Et parce que quand vous voyez des chimios des envois vers un chirurgien, on a quand même des résultats assez décevants. Soit on a des décès en post-opératoire immédiat. Il y a eu quelques cas de décès en péropératoire également. Et pour les quelques patients qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas eu d'informations sur leur devenir, ce sont des patients qui ne sont plus jamais revenus vers nous. Donc, je considère peut-être qu'ils sont décédés. On ne sait pas. On a fait des démarches auprès des familles respectives sans suite favorable. Donc, en conclusion, je pense que ce qu'on peut garder, c'est qu'il faut qu'on se mette ensemble pour déterminer la stratégie thérapeutique idéale pour nos patients, sélectionner les bons patients, évitons de faire des chirurgies préopératoires. On a pratiquement 90% de nos patients qui ont des tumeurs localement avancées, d'où l'intérêt de discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire afin d'améliorer le pronostic de nos patients. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. D'accord, merci. Professeur Chimpi, est-ce que vous êtes là? Prof Chimpi, votre micro, est-ce que vous êtes Mettez là? mon micro. Ben non, vous m'entendez? Oui, Vous très bien. m'entendez? Bon, Oui, vous m'avez supprimé mon écran. Bravo, docteur Ilias, en tout cas, c'est très clair. Alors, comme il reste que peu de temps, je préfère le donner. On va commencer à donner la parole à l'assistance. Ils ont peut-être des questions et ça permettra aux uns et aux autres intervenants éventuellement de compléter tel aspect des choses. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des excusez, questions, professeur. docteur Mango? Il y a De- de- d'abord, il y a Est-ce qu'il y a docteur, des questions de l'assistance? oui, il y a des questions, mais il y a docteur Tibas ou le professeur Majoré qui veulent réagir. OK. Mais j'aurais proposé pour qu'on laisse, alors brièvement, pour qu'on laisse un peu de temps à l'intervention. N'oublions pas qu'il y a des étudiants et de jeunes médecins pour qu'ils aient aussi la parole en utilisant voilà, un langage accessible pour eux. Alors, je commence par docteur Chibassou dans ce cas-là. Oui, d'accord. Brièvement, Merci Frédéric. beaucoup, professeur. Je voulais juste rappeler quelque chose parce que c'est quand même un sujet assez complexe. J'aurais bien voulu que l'on soit aussi de la partie, mais je En sais fait, celui qui vient de qu'il... parler, c'est un onco-radiothérapeute.
avec nous, il se dégage des types de cancers colorectal. En principe, on devait tabler sur les cancers colorectal non métastatiques et sur les cancers colorectal métastatiques. D'où l'intérêt de bien circonscrire les sujets. Parce que si nous partons sur les cancers colorectal non métastatiques, la prise en charge elle est différente métastasée où nous recevons des patients qui viennent d'emblée à cancer colorectal métastatique tout en sachant que c'est entre 40 et 100 est-ce que ces métastases sont synchrones. On le sait, qu'on peut les retrouver à la hauteur de 20%, mais qui peuvent aussi être métachrones. Et à ce moment, sont chirurgicales. Et là où j'ai voulu tout à l'heure, il a parlé de 1 cm, est-ce qu'il a un commentaire? Parce que 2021, on était autour de... Il fallait faire une résection jusqu'à emporter 5 cm de maison pour être bien sécurisé. Est-ce qu'il a un commentaire sur cette question? Les thésaurus de 2021 qui parlaient de ça. Donc voilà quelques petits commentaires que je voulais faire. C'est bien circonscrire un peu la question pour permettre d'avancer sur le plan de la prise en charge. Merci. Mango. Docteur Mango, allô? Ça se fait de manière automatique chez vous. Allô, professeur. Les micros se désactivent de manière automatique. Je ne sais pas si chez vous là-bas. Professeur, vous m'entendez? Euh, Léon, peut-être la parole au prof. Frédéric a fait allusion à 5 centimètres. Je sais qu'on est à un moment déjà qu'on était descendu à 2 centimètres. Et là, on est à 1 centimètre. C'est bien ça? Oui, Est-ce que vous oui, pouvez commenter j'avais un la... problème de micro, Oui, oui, effectivement, moi oui, oui. aussi, qui était disparu. Euh, euh, OK. oui, Ah. je vais répondre à la question. Je voulais juste, pour répondre à sa remarque, en France, on a complètement arrêté de faire du schéma rapido. Et maintenant, compte tenu de cette augmentation, qui est d'ailleurs intéressante, de cette augmentation du risque de récidive locale, on ne fait maintenant plus que du prodige 23 pour tous les malades qui ont un cancer du rectum localement avancé, à condition qu'ils puissent tolérer le FOLFIRINOX, ce qui est évidemment parfois un peu compliqué. Pour répondre sur les marges, là, donc le thésaurus, il a été sur le cancer du rectum, il a été réactualisé fin 2023, de septembre ou octobre 2023, centimètres. Sur le côlon, sur le rectum, pardon. Sur le côlon, ça reste 5 centimètres. Ça, c'est parfaitement clair et parfaitement recommandé. Allô, professeur Tim, vous Ouais, êtes là? Allô, septembre, ouais, ça doit allô? être ça, ouais. Il faut me reconnecter régulièrement, ça coupe. Pour modérer, il faut que je suive. Donc, on est bien. Je pense qu'effectivement, Frédéric faisait allusion au côlon. Pour le rectum, c'est 1 centimètre. C'est la partition. Au public. Allô, allô, du public. Oui, Docteur Mango. oui, nous sommes là, professeur. Allô, professeur, nous sommes là.
Allô, professeur? Est-ce qu'il y a des questions venant du public? Oui, il y a quelques questions. La première question, c'est de la part Des de... questions Il y a, venant du il y a le Oui, doc. professeur. Il y a des questions. La première question, c'est de la part de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Docteur, on t'entend, Johan. docteur Ali Béa, il demande quels sont l'échographie abdominopelvienne, c'est fait avec quel type de sonde? Docteur Ali Béa. Est-ce que vous avez entendu la question? L'échographie abdominopelvienne, c'est fait avec quel type de sonde? Docteur Ali Béa. Est-ce qu'on répond directement ou on attend? Oui, vous pouvez répondre. Donc, pour cette type, vous avez entendu la question? Il faut prendre. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième question? Docteur, docteur, tu vas se répondre à la première. Deuxième question, donnez-nous 3 ou 4 questions. Quels sont les médicaments disponibles pour la chimiothérapie ou la thérapie ciblée? La troisième question, est-ce que vous avez une... Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend. Donc, voilà, ce sont là les deux principales questions. Les autres ne sont pas bien détaillées. Ce sont là les deux principales questions. Donc, Frédéric, Oui, oui, professeur. Alors, je disais pour l'échographie abdominale, il faut toujours utiliser les descentes, utiliser la sonde. Et si vous avez l'épaississement, vous vous posez des questions, est-ce que c'est circonférentiel? Est-ce que c'est un épaississement qui est focal? Tout en sachant aussi que dans les facteurs prédisposants, vous avez aussi les maladies inflammatoires cryptogéniques qui sont aussi parmi les facteurs disposants qu'il faut donner dans les contraintes. Donc, pour répondre à ta question, c'est des sondes, utiliser la sonde convexe et la sonde linéaire. Chaque sonde a son importance. Ce concernant, je ne sais pas, docteur Ilias, ouais. euh, Alors, il y a Ilias peut commenter la deuxième question. Après, je vous ouais. proposerai de faire un tour de table final. À compléter. Il y aura après Frédéric, il y aura après Ilias, et je vais laisser l'honneur à la fin à Léon, qui fera le. Je suis vraiment désolé. On est souvent coupé. Bienvenue. Est-ce que tu as un commentaire final à faire? Le tour de salle terminal. Final. Ouais, mais à peine, je ne sais pas si vous me saisissez, mais ça, le micro, c'est catastrophique. C'est bon?
Bien. Oui, ça vous. Commentaire à faire. Quels sont les médicaments qui sont dispos? J'espère que vous me suivez. On te suit Sinon, je vais bien, parler. les micros est catastrophique aussi, mais on te suit bien. Après, ça sera Frédéric Oui. faire un Ah ben, très bien. Bien. Merci. Voilà. Donc, je vais dire merci et bravo. D'abord, bravo, bien, hein, d'entrer un peu dans les cadres des formations continues aux différentes parties prenantes de tout ce qu'il y a comme spécialité qui permettent aujourd'hui de mettre en place un dispositif pour prendre en charge les cancers, particulièrement les cancers digestifs. Alors, en ce qui concerne les médicaments dispo, cher ami, il y a de listes qui circulent aussi bien pour la chimiothérapie des bases que pour la chimiothérapie ciblée. Donc, nous avons le CNLC, dans le Centre national, pour peut-être des professeurs qui ne comprend pas bien le dispositif ici. Je reprends très, très vite. Donc, chez nous, il y a à peine 3 ans que le Centre national a été mis en place. Alors, on s'est dit, par quel bout commencer? Est-ce que commencer par la sensibilisation ou commencer par les soins palliatifs? On a opté pour mettre en place la prise en charge parce qu'on est face à des gens malades. Donc, il fallait avoir des médicaments, il fallait avoir la radiothérapie organisée là où les malades devraient être pris en charge sur le plan chirurgical et puis sur le plan et les bilans d'extension, tout ça. Alors, on a suffisamment de médicaments, au moment où nous parlons, environ 3000 cures de tout ce qui est comme ça, comme chimiothérapie de base. Et avec Roche, nous prenons en charge un peu moins de. Il y a également le colorectal et tout ça. Donc, nous avons cette intelligence-là, mais la bonne nouvelle, à une ligne budgétaire, le budget national, hein, donc et marge du budget national depuis 2024. Et ça nous donne un peu plus de manœuvre pour pouvoir mettre en place des activités qu'on ne pouvait pas. Notamment, on va y revenir avec le professeur Chipi. Imaginez un plan pour le dépistage, le colorectal, la prostate avec Moningo. Et parce que là, on a fait l'école et les seins. Et puis, bien sûr, avoir des médicaments un peu plus pointus. Donc, c'est l'occasion, la personne qui a posé la question, de remonter les budgets, parce qu'on demande aux différents de nous remonter les besoins de la population. Nous sommes encore dans une phase de reconstruction. Il faudra qu'on ait les retours des prescripteurs. Ah non, voilà ce qu'il y a comme besoin sur le terrain. Et ça permet au CNLC de passer de commande. Acheter des médicaments, je ne les cache pas, hein, c'est d'un terme de millions. Il faudra que ce médicament soit le reflet des différentes parties prenantes. En fait, quand vous ne remontez pas, nous passons la commande en fonction de ce qui est remonté. C'est essentiellement la gynéco, essentiellement la cancer et les urologues, en fait, tout ce qui est cancer digestif, nous devons nous concerter, mais surtout lancer les RCP pour qu'on ait ces donc, en bref, on a plus ou moins 3 000 hubs de Kinkolé. Donc, ça ne demande qu'à être prescrit. L'Avastin, donc, on a suffisamment de médicaments, mais il faudra que nous nous organisions d'abord en RCP pour qu'en discutant chaque fois entre nous, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on a comme arme, qu'est-ce qu'on n'a pas et qu'est-ce que nous devons faire pour avoir ces médicaments dans un bref délai. Voilà un peu ma petite, je vais dire, contribution par rapport à de ce soir. Sinon, bravo, hein, merci beaucoup, Léon. Merci, Tony, et puis Tubassou, donc Frédéric, et bien Merci sûr, beaucoup. Youssoufou pour vos interventions. Merci et très bonne soirée. Merci. Merci. Jared, il faudra que le technicien voit pour les micros, hein, parce que ça coupe tout le temps. On ne peut quelques minutes à Frédéric pour un
commentaire final. S'il vous plaît, Alors, professeur. merci, professeur. Alors, dans le même ordre d'idée avec les professeurs Bienvenu, par rapport à la question qui a été posée pour les statistiques, les intervenants, l'intervenant autour des 18, autour des 18, des 18%, mais ce qu'on recherche généralement, c'est le PD1 et le PD1. Donc, comme immuno, donc, on doit avoir les anti-PD1 et les anti-PD1. Alors, je pense, dans les lots de médicaments, c'est question de voir est-ce que nous avons Frédéric, je te des coupe. Les anti-PD1 et des pertuzumab, anti... nous en avons. Hein? On en a. Ouais. Mm. Donc, c'est juste pour répondre à la question de notre ami. Donc, voilà, il y en a. Donc, c'est très important. Mais je voulais juste ajouter une petite question. Lorsqu'on se retrouve devant un cancer colorectal métastatique, il n'y a pas question de s'arracher les cheveux. On peut faciliter le tournée de ménage. Le professeur Chimpi en a l'expérience, nous en faisons. Donc, aujourd'hui, bien établi, que ce soit sur les métastases, que ce soit sur les cancers cognitifs, on peut avoir les typages immunohistochimiques. Il n'y a pas de questions à se poser. Donc, voilà. Peut-être qu'on aura le temps de discuter à une autre occasion sur les cancers colorectal métastatiques, où on verra qu'il y a aussi d'autres explorations qui interviennent, notamment les explorations de la médecine nucléaire dont nous n'avons pas fait allusion aujourd'hui. Merci et bonne soirée Merci. à tous. Merci. Merci Frédéric. Je lutte avec mon micro, c'est incroyable. Merci beaucoup, Ilias. Oui, À toi la parole pour quelques ok, minutes. merci, professeur. Moi, je vais faire un petit commentaire. Déjà, nous sommes dans notre contexte, il faut savoir que 90% de nos patients, il faut le dire, sont localement avancés. Cependant, le pilier de la prise en charge des cancers, c'est la chirurgie. Mais malheureusement, nous restons butés à un sérieux problème, il faut le dire. Là, même actuellement, j'ai environ 5 patients qui vont finir leur traitement pour un cancer du rectum. Et je souffre, je suis expert capable de me faire une chirurgie tout en préservant la qualité de vie du patient et en espérant avoir un bon résultat, c'est-à-dire une chirurgie carcinologique. Je pense qu'il y a des efforts à faire en ce sens. Il faudrait une formation continue et le professeur Lagouri est avec nous. S'il peut y avoir un appui pour nos chirurgiens, ici, ce serait bien parce que les quelques cas de cancer du rectum qui sont survivants et chez qui je continue de faire le suivi actuellement, il faut le dire, elles sont au nombre de 4. Elles ont toutes été opérées l'année passée par une équipe qui vient de Saint-Louis. Donc, il y a à faire du point de vue chirurgical. Donc, c'est le message à lancer au Centre national de lutte contre le cancer pour qu'ils puissent nous aider à avoir quand même une formation continue pour tout le monde, particulièrement les chirurgiens, parce que c'est un gros problème et c'est un problème qui urge à être réglé. Je vous remercie. Euh, euh, Alors, professeur Chimpi, vous êtes là? j'ai la parole. Oui. En tant que modérateur, tu me passes la parole que quand j'ai... Alors, je préfère laisser le temps à Léon, professeur Majori, s'il est là pour faire aussi son petit tour, le tour final. Léon, Ouais, c'est à merci toi. beaucoup. Bon, je vais pas revenir beaucoup sur les choses techniques, mais juste pour vous remercier encore une fois de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir. Euh, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Je pense que je suis assez d'accord avec l'idée que la chirurgie, en particulier la chirurgie du rectum, est une chirurgie qui est excessivement technique et complexe et que, eh bien, écoutez, euh, en
particulier à Saint-Louis, hein, avec Pierre Catan, avec les autres, nous, on est assez partants pour venir. Je suis sûr que le niveau va monter très vite, il n'y a aucun problème. En tout cas, ça sera un vrai plaisir. Allô? J'espère que vous Oui, m'entendez. Merci à tous, en tout cas, le plaisir à nous, malgré quelques problèmes techniques qu'on doit améliorer. Plaisir de vous associer tous avec des pans différents, discuter de ce problème qui est réel chez nous, qui petit à petit, voilà, avance avec nos petits moyens locaux, mais nous avons aussi intérêt et obligation à nous ouvrir à ce qui se passe ailleurs, qu'on peut rapidement améliorer chez nous. Merci beaucoup de la participation de Léon, vraiment, qui participe dans la rédaction du Thésaurus et qui est président de conseil scientifique, si j'ai bien compris, hein, des groupes d'études sur les cancers colorectal. Donc, c'est-à-dire, on a le top là. Et ça vient rehausser la qualité, si j'ose dire, de ces échanges, de ces rendez-vous. C'est dommage pour ceux qu'on n'a pas pu avoir, le professeur Veil Dixon, qui n'a pas pu se joindre à nous. Et il me semble aussi que Bertine Sadi, le docteur Sadi, devrait s'associer à nous. Voilà, on peut. Allô? Malgré tout, il y a des petites choses qui se font par la termination. Pour peu que. Oh, allô? Allô? Oui, allô, très bien. Euh, on avait fini. Bon, je pense qu'il faut qu'on arrête parce qu'il y a un problème technique. Merci beaucoup et à la prochaine. Et bravo à Substance Grise. Bonne soirée. au revoir. D'accord, merci, merci beaucoup. Merci.